Alors bienvenue dans notre podcast hebdomadaire Perspective et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Pollangier. Bonjour Maxime. Bonjour Manu. Alors à 27 ans, vous avez un projet ou plusieurs projets, mais avec un dénominateur commun, c'est utiliser l'intelligence artificielle au bénéfice de la société. Vous pourriez un petit peu m'expliquer ça ? Tout à fait. Donc tout d'abord, merci pour votre invitation dans votre podcast. Donc oui, mon nom est Maxime Pollangier. Initialement, je suis ingénieur civil de formation. Je me suis spécialisé à la fin de mes études en intelligence artificielle, comme on en entend beaucoup parler. Donc j'ai commencé en étant doctorant à la VUB à Bruxelles, où j'ai eu l'occasion de développer de l'intelligence artificielle pour faire du diagnostic de maladies, notamment de cancer, et on a développé notamment des solutions digitales pour aller implémenter dans les hôpitaux pour aider les médecins à faire du diagnostic plus rapide et plus poussé. Et ensuite, à un moment, je me suis dit, c'est super, mais j'ai envie d'avoir plus d'impact et de me rapprocher plus du patient. Et donc, je me suis dit, comment passer du diagnostic au traitement? Et donc, j'aimais bien toujours travailler sur le cancer. C'est une problématique qui me touche personnellement. Et donc là, j'ai fait la rencontre, en regardant un petit peu, j'ai fait la rencontre de Quantum Bioscience. J'ai rencontré son CEO, José Castillo, avec qui on a eu une chouette discussion autour des traitements personnalisés contre le cancer. Ensuite, on a commencé cette aventure au travers de consortiums, donc avec des universités américaines, indiennes, etc., parce qu'on en reviendra après, mais il faut pas mal d'éléments pour faire cette chaîne de traitement contre le cancer. Et puis, et donc voilà, et donc ça fait maintenant 3 ans que je fais ça. Ça se passe super bien, on continue, on expliquera tous les défis qu'il y a dans ces traitements contre le cancer. Et puis plus récemment, je me suis dit, mais voilà, j'adore ce que je fais, j'ai envie maintenant d'avoir un impact différent dans la société. Et donc, je me suis dit, mais comment appliquer mes compétences maintenant pour servir la société. Et donc j'ai commencé par ouvrir le journal, et comme vous le savez, quand on ouvre le journal aujourd'hui, on n'entend que parler de ça, de cette réforme du chômage. Et donc je me suis dit, mais comment maintenant utiliser l'intelligence artificielle au service de l'emploi, et donc pour essayer d'adresser cette problématique des demandeurs d'emploi, et notamment dans ce contexte très tendu de la réforme du chômage. Et donc là, on a fondé Beljob, et on en reviendra après. Et donc, ce sont aujourd'hui les 2 projets, ce sont donc les traitements contre le cancer et utiliser l'intelligence artificielle pour aider les gens à la remise à l'emploi. Alors, je pense qu'on parle tout d'abord de Belgium, c'est le plus récent. Alors, vous avez expliqué comment vous êtes arrivé à cette idée. Comment vous avez mis en place cet outil d'intelligence artificielle, je rappelle, afin de permettre de scanner toutes les offres d'emploi, tout d'abord à Bruxelles. Alors, tout d'abord, on s'est dit, voilà, on va commencer pour régler un problème. Moi, j'aime bien toujours m'attaquer à la base du problème. Et donc, on s'est dit, allons regarder un peu les postulats et ce que tout le monde considère comme étant acquis, et essayons de remettre en question ce postulat-là. Donc, on a été regarder les statistiques classiques, et les statistiques classiques nous disaient, voilà, il y a 90 000 demandeurs d'emploi à Bruxelles et seulement 20 000 emplois. Donc là, on s'est dit, comment challenger ça? Les 90 000 demandeurs d'emploi, a priori, on ne peut pas les challenger puisqu'ils sont enregistrés dans l'État. Mais par contre, les 20 000 jobs, comment est-ce que les gens arrivent à trouver ce nombre-là? Parce que c'est quand même, les offres d'emploi, elles sont partout. Et donc, on s'est renseigné, on s'est rendu compte que ces 20 000 emplois, finalement, c'était les offres d'emploi qui étaient mises sur les canaux traditionnels. Et donc là, on s'est dit, voilà, il y a quelque chose à faire, parce que les offres d'emploi, finalement, elles sont partout. Donc là, on a fait la rencontre de Thierry Geerts, donc, qui était l'ancien CEO de Google, maintenant CEO de la Chambre de commerce bruxelloise, qui représente les entreprises à Bruxelles. La rencontre aussi de Partena Professionnel. Et tous les 3, on s'est dit, allez, essayons d'apporter un nouvel œil sur ce marché de l'emploi, et essayons d'aller scanner maintenant toutes ces offres d'emploi, quelles que soient les sources d'où elles proviennent. Et donc pour faire ça, on a commencé à aller dans la rue, on a été toquer à la porte des commerçants, des restaurants, et dire, mais bonjour monsieur, aujourd'hui quand vous cherchez un serveur ou un caissier ou quoi que ce soit, où est-ce que vous publiez vos offres d'emploi? Et en fait, beaucoup d'entre eux utilisent forcément le bouche à oreille, mais beaucoup d'entre eux aujourd'hui publient leurs offres d'emploi sur leur site internet ou notamment sur les réseaux sociaux, mais de moins en moins au travers des canaux traditionnels. Et en fait, particulièrement ces petits commerçants, parce que les grandes entreprises qui ont énormément de moyens, eux, passent par effectivement les canaux traditionnels des grandes agences d'intérim, mais les petits commerçants, finalement, aujourd'hui, utilisent les moyens qu'ils ont parce qu'ils ne sont pas prêts à payer pour un service d'offre d'emploi. Et donc on a développé, source par source, des algorithmes capables d'aller, comme ça, collecter à grande échelle toutes les offres d'emploi disponibles. Donc quand on va regarder sur un média social comme Facebook, il a fallu aller ingérer des millions et des millions de posts, parce que les gens publient tout et n'importe quoi.
Elle a identifié la fraction de ces postes qui, en fait, représentaient une offre d'emploi, donc pas une offre de service, c'est important de le dire. Donc, quelqu'un qui vient chercher un prof de maths du dimanche ou un jardinier, ça, c'est une offre de service. On a vraiment regardé ce qui est associé à un contrat et une vraie offre d'emploi. Ensuite, on a collecté, comme ça, on a fait ça pour Bruxelles, le Brabant flamand et le Brabant wallon. Et on a collecté toutes ces offres d'emploi. Ensuite, on a fait un gros travail de standardisation, de déduplication, parce que beaucoup de gens publient une offre d'emploi sur plusieurs canaux en même temps. Et à la fin, on est arrivé à une grande base de données très bien filtrée, très clean, très standardisée de toutes les offres d'emploi qui étaient disponibles à Bruxelles à un instant T. On a fait vraiment une photographie à un instant T du marché de l'emploi bruxellois. Et donc ça, c'était super intéressant parce que ça changeait complètement aujourd'hui. Je trouve que ça apportait énormément de nouvelles positives, hein, et c'est une façon de sortir un peu par le haut du débat traditionnel en disant oui, voilà, il faut soit réduire les dépenses ou augmenter les moyens. Ici, en allant trouver plus d'offres d'emploi, on se rend compte que le marché de l'emploi est bien plus fertile que ce qu'on le pense. Et donc c'est là où on a notamment eu l'occasion d'avoir un peu des posts dans les médias. Et donc depuis, ça a fait beaucoup de bruit. Et depuis cette aventure-là, nous sommes en contact avec plein de politiciens, avec plein d'institutions, toutes les couches de l'institution. On a été voir les syndicats, les patrons des entreprises, les représentants des patrons des entreprises, les instituts de chômage, de CPS, etc. Parce que notre objectif, c'est de se dire, voilà, maintenant qu'on a trouvé tous ces emplois-là, ces emplois qui notamment pour beaucoup d'entre eux, sont des emplois qui viennent des petits commerçants, donc des emplois qui ne nécessitent pas un grand niveau d'études. Et en fait, je tiens à le rappeler ici, 81%, enfin 61% des demandeurs d'emploi à Bruxelles, donc chômage et CPS, n'ont même pas de CESS, donc n'ont même pas fini leurs études secondaires. 20% d'entre eux ont fini leurs études secondaires mais n'ont pas de diplôme supérieur, et seulement 19% d'entre eux ont un diplôme supérieur. Donc finalement, 81% des demandeurs d'emploi n'ont pas de diplôme supérieur, et donc aujourd'hui, ils ont un profil. Quand on voit sur les plateformes d'emploi traditionnelles, on propose que des emplois qui demandent beaucoup de diplômes, de certification, de qualification. Et donc aujourd'hui, ces 81% des gens-là étaient mal desservis. Et donc maintenant, on s'est posé la question avec Beljob de se dire comment est-ce que maintenant qu'on a détecté, qu'on a cette base de données, on a pris une photo du marché de l'emploi, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de maximiser notre impact avec ça. Et donc pour ça, il y a deux volets qu'on est en train d'exploiter. On s'est dit, ben voilà, ces offres d'emploi, il faut qu'elles arrivent dans les mains des demandeurs d'emploi, parce qu'en fait, les demandeurs d'emploi, quelqu'un qui cherche aujourd'hui de l'emploi, je sais pas si vous avez déjà essayé vous-même, mais c'est compliqué. Il y a plein de sources, il y a plein d'offres d'emploi, c'est super difficile. Parfois, enfin, ce marché de l'emploi est vraiment très dur, et donc pour quelqu'un qui veut chercher un emploi, et encore plus un emploi qui ne demande pas un haut niveau d'études, et donc trouver la page Facebook du restaurant où il y a une offre d'emploi, c'est de l'ordre de l'impossible. Donc nous, on veut standardiser tout ça et donner accès à ces demandeurs d'emploi aux offres d'emploi qui correspondent à leur profil. Et donc pour ça, on communique énormément avec les CPS, avec le CPS notamment de Bruxelles, de CPS de Woluwe-Saint-Pierre, et avec d'autres CPS avec lesquels on est en contact aujourd'hui à Bruxelles, pour mettre ces offres d'emploi dans les mains des agents de réinsertion socio-professionnelle, pour qu'ils puissent aller donner ces offres d'emploi à leurs bénéficiaires. Alors, c'est tellement séduit que le Hainaut est aussi intéressé par le projet. C'est ça. Et donc, dans cette démarche d'aller contacter les CPS, là, on a encore été dans une réunion dans le Hainaut avec plein de CPS en même temps, qui étaient évidemment très intéressés par la solution. Depuis qu'on a eu en plus cette visibilité dans les médias, on a beaucoup de CPS et d'institutions politiques qui nous contactent pour qu'on réfléchisse ensemble pour trouver des solutions. Donc effectivement, là, on est en train de s'expandre en Wallonie. On commence à avoir des contacts avec la Flandre aussi, parce que finalement, on apporte vraiment un tout nouvel œil sur ce marché de l'emploi. Et donc l'autre façon d'apporter un nouvel œil sur ce marché de l'emploi, c'est aussi d'aider le premier aspect, c'est de donner ces offres d'emploi dans les mains des demandeurs d'emploi. Et le deuxième, c'est de donner ces offres d'emploi dans les mains des politiciens. Parce que les politiciens qui orientent sur les secteurs, les formations, les subsides, où est-ce que doit être investi l'argent pour avoir une bonne rentabilité sociale après, avec les gens qui s'insèrent et qui se réinsèrent dans la société. Donc ici, on discute avec beaucoup de politiciens pour les aider sous forme d'études et de statistiques à mieux piloter le pays, puisqu'on a la base de données la plus grande des offres d'emploi, et ben on a également les statistiques les plus pertinentes et les plus justes. Parfait. Mais je vais passer à l'autre volet de recherche qui sont aussi importantes au niveau impact et bénéfices pour la société. Ce dont vous parliez au début, c'est la lutte contre le cancer grâce à l'intelligence artificielle. Réexpliquez-moi comment vous êtes arrivé à cette idée.
Alors, donc c'est en discutant en fait avec justement le CEO de Quantum Bioscience, parce que à la base, il faut se dire que donc faut déjà comprendre pourquoi est-ce que c'est difficile de guérir le cancer. Aujourd'hui, le cancer, et c'est quelque chose qu'on sait depuis très longtemps. Mais le cancer, en fait, c'est pas un cancer pour tout le monde. C'est pas comme quand on a la grippe ou quelque chose comme ça. Ici, le cancer, il est propre à chaque personne. En fait, le cancer, pour la plupart du temps, si je peux un peu généraliser, c'est dû à une aberration génétique. Donc, quelqu'un, de par son environnement, de par ce qu'il mange ou qui fume ou du soleil ou de la radioactivité, il y a une aberration, donc une mutation génétique qui se fait, qui entraîne après une dégénérescence et une prolifération des cellules du corps humain. Et c'est là qui donne une tumeur et donc le cancer. Le problème de ça, c'est qu'en fonction de chaque personne, du profil génétique de chaque personne, et puis aussi de l'environnement, de qu'est-ce qui a causé le cancer, il est différent entre chaque personne, il est différent entre chaque organe, et il est même différent au sein de la même tumeur. C'est-à-dire qu'un cancer, c'est pas une tumeur uniforme, c'est une tumeur super hétérogène. Et donc, c'est super dur de trouver un traitement qui peut guérir tous les cancers. Donc, il y a ce besoin de personnalisation. Mais pour la personnalisation, ça veut dire qu'il faut produire un traitement pour chaque patient. Euh, et aujourd'hui, quand on regarde les standards dans l'industrie pharmaceutique, entre le moment où on veut découvrir un médicament et le moment où il est mis sur le marché, il y a entre 10 et 15 ans. Donc comment est-ce que maintenant, ces 10 et 15 ans, on peut les transformer en quelques semaines pour à chaque fois redécouvrir un traitement pour la personne, pour avoir quelque chose de personnalisé. Et donc, c'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu, j'imagine? Alors, il y a notamment l'intelligence artificielle, il y a aussi des contraintes de manufacturabilité. Donc, c'est ça que Quantum Bioscience aujourd'hui fait, c'est qu'ils produisent des machines de production d'ARN. Et donc, en fait, ce qui permet aujourd'hui d'aller vers la personnalisation des traitements contre le cancer, mais aussi d'autres traitements. Il y a d'autres traitements. Maintenant, moi, je crois très fort dans l'avenir de la personnalisation de la médecine. On a à la fois la quantité des données qui ont été collectées depuis des années et que maintenant l'intelligence artificielle et la puissance de calcul permettent de traiter. Donc, on a beaucoup plus de capacités prédictives, mais d'analyse aussi pour personnaliser les traitements. Donc, le premier point, le premier volet, il est vraiment au niveau de l'intelligence artificielle, des données et de la puissance de calcul. On a les technologies de séquençage de l'ADN qui se sont très fort démocratisées. À l'époque, ça coûtait des fortunes de séquencer de l'ADN. Aujourd'hui, c'est devenu de moins en moins cher, donc on peut le faire pour chaque patient. Et puis, on a aussi maintenant les technologies de manufacturing qui permettent de produire des traitements de manière peu chère et assez rapidement aussi. Donc on a vraiment ces trois volets qui sont tous les trois finalement technologiques, mais technologie d'intelligence artificielle, de séquençage et de production, qui maintenant tous les trois sont arrivés à un niveau de maturité suffisant que pour aller personnaliser les traitements contre le cancer. Alors, on en est où au niveau des essais cliniques? Est-ce qu'il y a des tests qui ont été faits sur des humains, sur d'autres êtres? Alors oui, donc il y a déjà eu des publications dans des revues scientifiques avec des premiers tests euh, sur des humains qui sont avérés super concluants. On a un des partenaires américains qui ont fait des tests sur des humains pour le cancer du pancréas. Donc pour rappel, le cancer du pancréas, c'est le plus mortel de tous les cancers, hein. C'est à peu près 90% de mortalité. Donc voilà, quelqu'un qui a un cancer du pancréas, il a 9 chances sur 10 de décéder. Ici, sur des cancers comme celui du pancréas, il y a eu un taux de survie de 50% qui ont été faits déjà il y a quelques années. Maintenant, les traitements vont encore s'améliorer. Donc ici, sur le pire des cancers, sur le cancer le plus difficile à guérir, les résultats ont été incroyables. Il y a eu d'autres résultats sur les cancers du mélanome, etc., avec des très 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 bons résultats. C'est pour ça que maintenant il y a un peu un engouement autour de ça. Il y a de plus en plus de sociétés maintenant qui se lancent là-dedans, notamment au travers de l'ARN. Parce que l'ARN, en fait, pour rappel, avant le Covid, on en parlait très peu. C'était plus pour les animaux, etc. L'ARN est apparu et a été testé à grande échelle sur les humains grâce au traitement durant la pandémie du Covid-19. Et donc maintenant, avec l'ARN, on s'est dit, bah super, on arrive à livrer une protéine de manière efficace et sans trop de dangerosité dans le corps humain. Et donc maintenant, on peut décliner énormément de traitements sur base de l'ARN. Et c'est quoi votre rôle exact dans tout ce processus? Donc, ici, il faut bien se dire que donc comment ça marche un traitement contre le cancer personnalisé. Donc on commence par aller prélever un petit bout du cancer du patient et un petit bout du tissu sain. Donc on appelle ça une biopsie en fait. On va séquencer l'ADN et donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une grande suite de lettres de la tumeur et une grande suite de lettres du tissu sain. Et ensuite on va aller identifier les fautes d'orthographe si vous voulez. Donc l'ADN qui a muté, qui est responsable du cancer. Donc on voit plein de mutations. Donc on a plein de lettres qui se sont modifiées.
parmi toutes ces mutations, on doit détecter celles qui sont responsables du cancer. Donc ici, on a déjà un outil d'intelligence artificielle qui va prédire quelles sont les mutations qui sont responsables du cancer. Une fois qu'on a détecté toutes ces mutations, il faut recombiner tout ça pour créer une nouvelle protéine. Donc c'est notamment ça aussi que les outils computationnels aujourd'hui permettent, c'est de simuler des structures de protéines, etc. On l'a vu aux États-Unis avec notamment AlphaFold qui permet de simuler la structure des protéines. Donc là, on va créer une nouvelle protéine. Cette nouvelle protéine, on doit l'encoder dans une molécule d'ARN qui va être en fait la modalité thérapeutique, mais donc le véhicule permettant d'aller exprimer cette protéine dans le corps humain. Et donc tout ça, c'est de la simulation bioinformatique et intelligence artificielle. Donc, si vous voulez, moi, je reçois deux phrases qui sont la séquence ADN du patient, enfin, du tissu sain et du tissu tumoral. Et à la fin, moi, j'en sors une phrase qui est le traitement, qui est en fait, la séquence ARN qu'il faut produire pour aller injecter dans le patient. Donc ça, moi, je suis le premier maillon, je suis vraiment, le deuxième maillon, parce qu'il y a d'abord les médecins qui vont prélever la tumeur. Moi, je design le traitement avec l'intelligence artificielle, donc tout se passe sur ordinateur. À la fin, je sors la molécule d'ARN qu'il faut produire. Pour produire de l'ARN, il faut quelqu'un qui produise de l'ADN. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a tout un consortium. Hein. Il faut quelqu'un qui produise de l'ADN. Ici, à Quantum Bioscience, eux, ils savent produire de l'ARN. Ils construisent des machines qui permettent de produire de l'ARN aussi bien à grande échelle pour des vaccins qu'on va donner à tout le monde, mais aussi à plus petite échelle pour des partenaires, enfin pour des essais précliniques, mais aussi maintenant des tailles intermédiaires. Et donc l'idée, c'est de faire une sorte de machine qu'on met directement dans l'hôpital, ou qu'on appelle la Infinity, où quand on va prélever la tumeur du patient, on va analyser le séquençage de l'ADN, on va prédire le traitement, et immédiatement dans l'hôpital, on produit le traitement pour le patient, et puis on l'injecte. Donc, en fait, un distributeur automatique de traitement contre les cancers. Ouais, c'est ça, exactement, personnalisé. C'est ça. Alors, le côté justement personnalisé, ça montre quand même tout le challenge au niveau du coût, puisque là, on quitte de toute façon l'application à grande échelle. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc ça, c'est l'une des missions que Quantum Bioscience, hein, donc une boîte ici, une pépite à Nivelles qui travaille là-dessus. Eux, leur ambition, c'est de rendre les traitements abordables pour tous. Donc ils ont notamment déployé beaucoup de ces technologies dans les pays en voie de développement pour essayer de les rendre souverains dans leur production des traitements. Donc ici, effectivement, le défi, il est au niveau de la manufacturabilité. Elle est au niveau du coût, mais au niveau aussi du contrôle de qualité, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, ici, il faut un traitement qui normalement met 15 ans à être déployé sur le marché. Ici, il faut le faire en quelques semaines, donc il faut être sûr que toutes les étapes soient bien respectées. Donc il y a effectivement un challenge sur le coût. Donc le challenge, il est sur l'intelligence artificielle, sur le coût, sur le fait de pouvoir déployer cette machine dans des environnements régulés, sur la performance, et puis il y a aussi un obstacle, enfin un défi qui est réglementaire, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il fallait passer par plein d'étapes très très rigoureuses pour mettre un médicament. Maintenant, comment est-ce qu'on crée une structure juridique et en fait ici pour dire, ben voilà, comment est-ce que on s'assure que tout soit bien fait, bien vérifié pour aller ici créer un traitement personnalisé. Un troisième aspect aussi, c'est que pour l'instant, ces traitements, forcément, puisqu'ils sont nouveaux, quand on va tester ça sur des humains, on va tester ça sur des humains pour lesquels on a déjà testé pas mal de traitements et que ça marche pas, et alors ils doivent signer une sorte de clause pour qu'on teste un nouveau traitement innovant sur eux. Mais donc ces traitements, pour l'instant, ils sont utilisés en quatrième ligne, c'est-à-dire après avoir essayé la chimio, d'autres traitements, on essaye plein de traitements. Quand ça marche pas, alors on vient maintenant sur ces traitements personnalisés puisqu'ils sont nouveaux. L'un des défis, c'est d'amener ces traitements au premier plan. Pourquoi? Parce que puisqu'on va reprogrammer le système immunitaire du patient. Donc on va ici aller indiquer au système immunitaire du patient que le cancer est bien là. Donc quand la protéine ici avec les mutations, si vous voulez, qui exprime les mutations, arrive dans le corps, ça va dire au système immunitaire du patient, ah, regarde, là il y a un cancer, c'est ton cancer personnalisé. Donc ça va reprogrammer le système immunitaire pour aller attaquer la tumeur et rien que la tumeur, contrairement à une chimiothérapie qui va tout éradiquer. Mais donc mettre ce traitement en quatrième plan plutôt qu'au premier plan, ça a moins de sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, après une chimiothérapie et tous ces traitements, on a complètement bousillé le système immunitaire du patient. Donc, venir stimuler un système immunitaire qu'on a bousillé juste avant, forcément, l'efficacité est réduite. Tandis que si on faisait ça dès le début, ça permettrait d'avoir une plus grande efficacité. Donc, c'est aussi, il faut aussi faire un peu bouger les lignes pour amener ces traitements au premier plan. Alors, une fois que tous ces obstacles réglementaires seront passés, est-ce qu'il y a une échéance qu'on peut donner sur la mise en application concrète de ce traitement?
Bah oui, mais donc ici, il y a plusieurs manières de le faire. Donc ici, je voulais parler des vaccins ARN, donc les vaccins personnalisés ARN contre le cancer. Pourquoi est-ce qu'on dit vaccin d'ailleurs? Parce que vaccin, on dit souvent de vaccin que c'est préventif. C'est-à-dire, moi quand j'étais petit, on me disait souvent un vaccin, on met un petit bout de la maladie dans le patient, comme ça le corps s'entraîne à combattre la maladie. Et quand la maladie arrive vraiment, le corps est prêt. Et ici, en fait, on fait la même chose, mais finalement, on le fait une fois que la personne a déjà un cancer. C'est-à-dire qu'on va stimuler le système immunitaire et l'entraîner pour que le système immunitaire l'attaque. Donc ça, on le fait sur base vraiment d'un vaccin, donc d'une seringue qu'on va injecter dans le patient. Il y a d'autres manières de le faire. Parfois, on peut prélever les cellules du patient, les reprogrammer et tout de suite les réinjecter dans le patient. Et donc ça peut être vu comme une autogreffe, finalement, un peu comme une dialyse quand on va filtrer le sang, sauf que là, on reprogramme les cellules présentes dans le sang pour aller attaquer le cancer. Et donc là, c'est pas les mêmes niveaux de régulation, que ce soit considéré comme une autogreffe, que ce soit un vaccin externe, et en fonction du risque et de la complexité, forcément, il y a des traitements qui vont arriver plus tôt, plus facilement. Il y en a qui vont arriver au niveau des hôpitaux, d'autres qui vont se vendre à différents endroits. Donc ici, le panel des solutions et des déclinaisons qu'il y a moyen de faire du traitement personnalisé contre le cancer est assez large et donc en fonction de ça, il y a des technologies qui vont arriver plus ou moins vite, avec plus ou moins d'efficacité, avec des coûts plus ou moins élevés. Mais moi, je pense que ici, dans les 5 prochaines années, on va avoir énormément de progrès dans le cancer. Et moi, je pense que le cancer bientôt sera, j'espère, derrière nous. Au final, le seul challenge qu'on aura, j'espère, ce sera de le détecter suffisamment tôt. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. Il y a beaucoup de choses à faire dans la détection précoce du cancer. Au plus tôt on le détecte, au plus on peut faire quelque chose. Donc je suis sûr qu'on va pouvoir guérir la majeure partie des cancers dans un futur proche ou à moyen terme, à condition qu'il ait été détecté suffisamment tôt. Alors là, vous avez quand même travaillé sur une solution pour contre le chômage, contre le cancer. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui vous tiennent à cœur dans le futur, qui disent l'intelligence artificielle, justement à des fins sociétales? Et donc ici pour l'instant, parce que voilà, et ça demande quand même beaucoup de boulot, je suis surtout focalisé sur ce que je fais déjà aujourd'hui durant les 3 à 5 prochaines années, mais je prépare déjà la suite de qu'est-ce que je vais faire après. Et en fait, pourquoi est-ce que je peux pas déjà faire ce que je vais faire après maintenant? Parce que la technologie que je vais utiliser n'est pas encore mature aujourd'hui. Cette technologie, c'est l'informatique quantique. C'est-à-dire que l'informatique quantique sera mature d'ici 5, 10, peut-être 15 ans, peut-être même encore plus, mais ici, moi, je suis déjà en train de me former et de réfléchir sur des problématiques de recherche autour de l'informatique quantique. En fait, l'informatique quantique, qu'est-ce que ça permet? Ça permet, contrairement à l'informatique classique, de pouvoir, au lieu de chercher une solution bit par bit, donc un à la fois, mais très très vite, on peut ici beaucoup plus paralléliser et chercher toutes les solutions en même temps. Et donc, qu'est-ce que ça permet? Ça permet, par exemple, d'optimiser des matériaux à un point qu'on ne pourrait pas y penser. Quand on regarde certains articles, il y en a qui promettent qu'on va avoir des batteries qu'on charge en quelques minutes et pour lesquelles on va pouvoir rouler avec sa voiture durant des mois, voire même des années. On peut imaginer maintenant, moi, l'impact que j'ai envie d'avoir sur l'informatique quantique, avec l'informatique quantique. Donc, vous l'avez dit, j'ai eu un impact, j'essaie d'avoir un impact sur la santé, un impact sociétal, et moi, j'ai envie d'avoir un autre impact pour la société qui est autour du climat et de l'écologie. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes de pollution. Et moi, je pense qu'on peut adresser beaucoup de problèmes de pollution et de réchauffement climatique en ayant des matériaux bien plus optimisés. Je prends l'exemple de matériaux qui absorbent le carbone. Admettons que maintenant on a un matériau super optimisé qui puisse absorber le dioxyde de carbone ou tous les polluants qui sortent des usines. Et ben on met ça juste sur la cheminée des usines et ensuite on ne pollue plus. Donc ça on empêche de la nouvelle pollution. Mais maintenant il y a beaucoup de sociétés aussi, notamment dans le nord de l'Europe, qui sont en train de développer qui sont en train de décliner ces matériaux absorbateurs de carbone pour absorber le carbone historique. Donc vous voyez, une espèce de grosse ventilation, comme des grosses clim qui sont mis comme ça dans les montagnes, qui filtrent l'air et qui dépolluent l'air et donc la pollution historique. Et donc ça, c'est l'informatique quantique qui va le permettre. Pourquoi? Parce que si maintenant, je reprends l'exemple de l'ARN. Dans le cas du Covid, il y avait la protéine Spike qu'on voulait mettre dans une molécule d'ARN. C'est la protéine qui permettait de guérir le Covid, en gros. La façon dont on peut créer de l'ARN, enfin, donc on peut encoder une protéine spike dans une molécule d'ARN, il y a 10 exposant 600 possibilités. Alors, pour donner, ce nombre est vertigineux, mais on s'en rend pas toujours bien compte. Aujourd'hui, si on regarde le nombre d'atomes dans l'univers, il y a à peu près entre 10 exposant 80 ou 10 exposant 100. Ça dépend des sources qu'on regarde, mais on est sur cet ordre de grandeur-là. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais un atome, je vous mets au défi déjà d'essayer de trouver un atome dans un grain de sable. Vous y passerez toute votre vie et sûrement plusieurs générations à trouver un atome dans un grain de sable. Imaginez maintenant trouver un atome dans l'univers tout entier. Et avec ça, on arrive à 10 exposant 100.
pour la spike dans l'ARN, on est à 10 exposant 600. Donc c'est vertigineux comme nombre. Donc tout ça pour dire que la manière dont on peut optimiser des traitements contre le cancer, des traitements thérapeutiques ou des matériaux avec certaines propriétés physico-chimiques, en fait il y a un espace de recherche qui est tellement vertigineux qu'on peut pas tester toutes les solutions. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? On trouve des solutions qui sont satisfaisantes, qui sont très bien, mais en fait on sait qu'il y a moyen de pousser les propriétés de la matière beaucoup plus loin, mais pour ça il faut être capable de tester quasi toutes les possibilités. Et donc c'est là où l'informatique quantique pourra amener pour moi énormément de plus-value technologique, c'est qu'on va pouvoir tester toutes ces possibilités, explorer ce vaste espace de recherche pour essayer d'aller optimiser les matériaux pour après avoir un impact, pour moi en tout cas, écologique et climatique. Eh bien, merci. C'était brillant et très intéressant. Bonne continuation et plein de succès dans la suite de vos aventures. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau podcast.